Bonjour à tous. Dans notre société moderne, on a dû te vendre l'humanité comme étant plus complexe que les animaux, voire même supérieure à la nature, car pouvant la contrôler. Beaucoup de philosophes ont contribué à cette pensée, tels que par exemple Aristote dans son traité de l'âme, Descartes, qui d'ailleurs a souvent été horrible dans ses mots lorsqu'il ne s'agit pas de l'être humain, ou encore Thomas d'Aquin pour parler de la religion. Dans cette vidéo, nous nous plongerons dans leur pensée ainsi que dans la pensée de plein d'autres philosophes, afin d'en comprendre les arguments qui les poussent à penser que l'humain serait spécial par rapport aux animaux. Puis nous allons voir un peu ce qui peut les contredire, car ces contradictions sont tout aussi pertinentes, surtout que c'est le but de la vidéo de montrer qu'il semblerait que l'humanité soit quand même bien plus fragile que ce qu'on ne le pense. Premièrement, on pourrait dire quand même que l'homme a une certaine complexité inégalée dans son âme. C'est d'ailleurs ce que va prouver Aristote dans son traité de l'âme, où il va présenter les 3 niveaux de... Ouais, je vous laisse deviner. Premièrement, l'âme végétative. L'âme végétative est possédée par les plantes, les animaux, les êtres humains, et elle est responsable de tout ce qui va être reproduction, alimentation, etc., les besoins primaires. 2. L'âme sensitive. Elle est possédée par les animaux ainsi que les êtres humains, et elle va être responsable de tout ce qui va être perception, sensation, bref, les qualités sensibles de tout être vivant qui n'est pas une plante. Et enfin, l'âme intellective. Elle est possédée uniquement par l'homme, et elle va être responsable de tout ce qui va être la pensée abstraite, ainsi que son raisonnement. Maintenant, il y a un problème. En quoi ce niveau d'âme permettrait à l'humanité d'être bien plus solide face au temps, de ne pas avoir cette fragilité? Eh bien, rien. Surtout que, pour le coup, c'est le fait qu'on ait une âme plus complexe qui fait qu'on est beaucoup plus fragile que les autres. Il faut penser quelque chose, c'est que ce niveau d'âme, c'est un cadeau empoisonné. Les autres animaux, et surtout les plantes, ont un niveau d'âme moins complexe, mais du coup vont beaucoup plus se fier à leur instinct. Et s'ils se fient à leur instinct, ils se fient surtout au désir de la nature. Et il faut savoir quelque chose, c'est que la nature, eh bien, elle s'autorégule. Or, l'homme qui a un niveau plus complexe a plus de chances de faire des choix qui vont parfois à l'encontre de la nature. Et justement, on pourrait se dire que ok, mais ce n'est qu'une théorie. Sauf que la théorie, elle s'avère être vraie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, un truc super cool, l'extinction du Permien. Alors, cette extinction est apparue il y a 245 millions d'années, et elle a littéralement détruit 96% de la faune et la flore. De toute la vie sur Terre, là, 96%, ça a disparu. Aujourd'hui, on est dans l'extinction de l'Anthropocène. La cause de cette extinction, c'est l'homme, ok? Et il n'y a pas d'autre source. La seule cause, c'est l'homme. Elle est 134 fois plus violente que l'extinction du Permien. Ça prouve bien que l'homme, dans ses choix qui vont à l'encontre de la nature, eh bien, fait des choix qui vont être délétères à l'autorégulation de la nature, et donc s'autodétruit, car détruit son propre écosystème dans lequel bientôt il ne pourra plus vivre. Maintenant, il y a tout de même un problème avec ces niveaux d'âme, c'est qu'il crée une division entre les plantes, les animaux et les êtres humains. Et là où on va vraiment s'intéresser à cette division, c'est entre les animaux et les êtres humains. Il faut bien comprendre que dans la pensée d'Aristote, l'homme est assez spécial par rapport à l'animal. Le simple animal ne vaudra jamais ce que vaut l'homme. Et cette pensée va être d'ailleurs radicalisée par Descartes, qui va être horrible, puisqu'il va présenter l'animal-machine. Alors l'animal-machine, c'est quoi? C'est, selon Descartes, une pensée qui dit que les animaux ne seraient que la création de Dieu et qu'ils ne seraient que des pantins, comme des sortes de marionnettes qui n'auraient aucune âme. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas ils ont un niveau d'âme en dessous de l'homme, non, ils ont juste aucune âme. Voilà, il n'y a que l'homme qui a véritablement une âme. Et vous voyez toute cette division, toute cette pensée, eh bien elle va être détruite par une théorie. Je vous présente la théorie qui a le mieux tenu dans toute l'histoire des théories scientifiques, la sélection naturelle, autrement dit, la révolution darwinienne. En effet, Darwin va prouver, de par la sélection naturelle, cette théorie finalement, que l'homme, eh bien, c'est comme un animal. Il n'est que le produit d'une adaptation à travers le temps, à travers les événements, à travers les changements environnementaux, et qu'au final, il ne vaut pas mieux qu'un simple chat ou alors qu'une simple vache, car au final, c'est un animal comme les autres. Maintenant, continuons sur cette théorie, car elle n'a pas détruit que la pensée de Descartes et d'Aristote. En fait, elle a même pas fait que déranger la philosophie, elle a surtout dérangé la religion. Voilà. Alors petit disclaimer, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas croire en votre religion, je ne vais pas dire qu'il faut croire en votre religion, je suis totalement neutre sur ce sujet, je présente simplement des théories et leurs impacts sur l'histoire de la philosophie, des religions, etc., etc. Maintenant que ça c'est dit, cette théorie
elle va détruire une pensée de Thomas d'Aquin qui avait parlé, en fait, qui avait repris Aristote avec ses niveaux de l'âme pour le remettre au goût du jour, c'est-à-dire en fait dans le cadre religieux. En effet, il pense que puisque Dieu a créé l'homme à son image, alors l'homme a une place particulière dans la création. Mais au final, si la théorie de Darwin s'avère être vraie, voilà, sachant qu'elle est réfutable, hein, c'est d'ailleurs ce qui fait justement que c'est une bonne théorie scientifique, c'est qu'elle est réfutable, mais en tout cas, elle tient toujours. Et si elle s'avère être vraie, alors dans ces cas-là, eh bien l'homme aura été créé déjà comme les animaux, mais surtout l'idée d'un dieu qui aurait créé les animaux tels qu'ils sont aujourd'hui est totalement fausse, puisque nous voyons bien que les animaux évoluent, qu'ils changent de forme, qu'ils ont peut-être de nouveaux attributs qui viennent et d'autres qui disparaissent. Au final, la révolution darwinienne n'a pas touché que la philosophie, mais également la religion. Bon ok, l'homme est un animal comme les autres, si tu veux. Maintenant, il lui reste quand même le logos. Je veux dire, le logos, c'est-à-dire la raison par le discours. C'est quand même quelque chose de propre à l'homme, c'est ce qui fait la nature finalement de l'homme. Nous l'apprenons dans les premiers cours de philosophie. Eh bien oui, tu as tout à fait raison, l'homme a bien le logos, chose que n'a pas l'animal. Le problème c'est qu'on s'est trompé sur le logos. En effet, si le logos c'est quand même le discours par la raison, il doit être quand même le moteur d'une paix entre les hommes, d'une discussion intellectuelle qui fait que les hommes pourraient vivre en harmonie et en paix de par ce logos. Et justement, il y a un homme du nom de Arnaud Villani qui dans Philosophie du pneu va montrer que le logos ne désigne pas une simple raison, mais qu'elle désigne également la parole, le discours, le rassemblement, le sens et une certaine manière d'ordonner le monde. Et au final, il va également prouver que depuis que dans nos sociétés occidentales, on a réduit le logos à une simple raison, eh bien ce logos est devenu la source de tous les conflits et de toutes les pires violences, car il faut être honnête, au bout d'un moment, les pires violences qui n'aient jamais existé dans des conflits intra-espèces ont été causées par l'homme. Je veux dire, donnez-moi une autre espèce qui a créé la bombe atomique et la bombe nucléaire. Il n'y en a aucun. Et ça, c'est de par le logos, car on a pensé que le logos, c'était simplement une raison par le discours. Or, cette raison par le discours, elle change selon les individus. Et oui, un individu qui n'a pas le même vécu ne va pas distinguer par exemple le vrai du faux de la même manière qu'un autre. Car rappelons-le, le logos, s'il est simplement lié à la raison, eh bien il faut définir la raison pour connaître le logos. Et la raison, c'est quand même cette faculté intellectuelle d'établir des liens entre les choses et phénomènes, mais aussi de distinguer le vrai du faux. En clair, cette raison peut changer, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, hein, selon les personnes que l'on a en face de nous. Nous voyons donc que le logos est tout de même un énorme cadeau empoisonné. Ok, on pourrait se dire que vas-y, l'humanité est très fragile en elle-même, mais bon, il nous reste quand même le travail. Hein, il nous reste quand même des causes extérieures qui font que nous pouvons nous humaniser et nous pouvons rester nous-mêmes. Que l'humanité peut avoir peut-être un caractère un peu plus solide à travers le temps et pourrait peut-être durer bien plus longtemps qu'on ne le pense. Eh bien là aussi, il y a quelque chose qui pose problème. En effet, Karl Marx le dit bien, l'homme s'humanise à travers le travail car lorsqu'il produit quelque chose, il va projeter sa conscience, il va projeter son humanité à travers cette chose. Il y a quelque chose qui diffère dans le produit si c'est l'un ou l'autre qui va le produire. Or, aujourd'hui, ça ne marche pas, car nous sommes dans une société capitaliste, de surconsommation, occidentale. Et ça, Karl Marx va aussi bien le montrer, en montrant que eh bien, le travail aliène énormément. En effet, car premièrement, aujourd'hui, on produit à la chaîne, et de ce fait, tous les produits doivent être identiques, et surtout, le produit sera vendu par une autre personne, ce qui fait que l'homme est déjà totalement détaché de son produit. Ce qui fait que de par le travail, il ne projette même plus sa conscience ni son humanité. De plus, avant, le travail pouvait nous donner des relations sociales bien plus naturelles, bien plus vraies. Alors qu'aujourd'hui, les relations sociales sont pour la plupart purement économiques, purement professionnelles. Ce qui fait que le travail nous aliène aussi à travers les individus que l'on peut côtoyer. Ensuite, il y a une claire déshumanisation de par le fait que l'homme est considéré comme un facteur de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des pays, on parle de dotation factorielle, c'est-à-dire à quel point un pays va être doté en facteurs de production. Et dans ces facteurs de production, il y a les êtres humains. Au final, nous le voyons bien, il faudrait éviter d'avoir une vision trop anthropocentrée de l'homme. Car au final, il semblerait que l'homme n'est pas forcément une nature fixe, mais qu'il soit, comme le disait Foucault, un visage de sable qui n'attend que la prochaine vague biologique pour se faire effacer. Maintenant, pour un petit bonus, nous allons voir comment on peut détruire la vision anthropocentrée de l'homme de manière totale.
C'est-à-dire que nous allons même pas prouver que l'homme est un animal comme les autres, qu'au final, l'homme fait partie de la réalité au même titre qu'un arbre, que de l'air ou encore qu'un animal justement. Car je vais prouver maintenant qu'il n'y a aucune séparation entre objet et sujet, mais surtout que de cette non-séparation découle le fait que le monde est un et qu'il n'y a qu'une seule réalité et que l'homme n'en est qu'une seule partie. Une seule partie qui d'ailleurs n'est jamais exactement la même. Dans la vidéo sur la sentience universelle du monde, j'avais parlé de ce qu'on appelle les fluctuations quantiques. En effet, je vais réexpliquer, mais si vous prenez une table, elle est immobile. Or, si vous zoomez sur cette table, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de mouvance. Les choses bougent beaucoup plus. Et si vous zoomez à l'échelle du quantique, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Le principe de corps disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de corps. Il y a juste de la fluctuation, de la vibration pure. Et ça, c'est ce qui se passe au sens fondamental. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur les différences de régime de ces fluctuations. Ça, c'est dans la vidéo de 23 minutes que j'ai postée précédemment. Maintenant, je vais quand même parler du fait que cette fluctuation quantique, c'est la matière de tout être. Ces fluctuations sans même principe de corps prouvent qu'il n'y a qu'une seule réalité, la nature au sens de physis. En effet, la nature, pensée par les antésocratiques, c'est la physis. En clair, c'est une puissance de faire croître, une puissance de création de différence infinie. Et ça, nous le voyons bien avec cette fluctuation quantique qui n'est jamais la même, qui est toujours différente. Car oui, si vous prenez l'intervalle de temps le plus petit physiquement possible, eh bien, il y a tout de même du changement. Car oui, la réalité n'est pas continue, et ça peut s'expliquer par le principe de granulation. Je ferai sûrement une vidéo dessus. Là, pour le coup, j'ai pas vraiment envie de faire 1 heure de plus de vidéo, donc je vais simplement vous laisser faire vos recherches. Mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dessus. Dans tous les cas, nous le voyons bien, le monde est un. Il n'y a qu'une seule réalité, et l'homme n'est qu'une partie de cette réalité. Et si jamais nous trouvons une identité dans les choses, et même chez les êtres humains, eh bien c'est tout simplement car nous simplifions le fondamental, car nous ne pouvons pas le comprendre ni le percevoir. Pour l'expliquer simplement, il y a des micro-différences à chaque instant. Or, ces micro-différences ne sont pas perceptibles à l'homme, et donc il va prendre toutes ces micro-différences qui ne changent quasiment rien pour créer une sorte d'identité. Et ça, c'est de par le principe de réidentification que nous observons chez l'homme, c'est la capacité à reconnaître un être ou une chose, et ce, de par le fait qu'il n'est jamais pareil à un sens fondamental, mais qu'à grande échelle, cette différence ne se voit même pas, donc il y a un semblant d'identité. Et au final, pour montrer cette unité du monde, je vais prendre justement la métaphore des Avaduta. Ce sont des adeptes orientaux de l'Advaita Vedanta, des hindouistes, qui prenaient un vase et disaient que l'air du vase est exactement l'air qu'il y a à l'extérieur de celui-ci. Et que lorsque nous cassons ce vase et qu'il se brise, eh bien l'air du dedans se mêle à l'air du dehors. Bon alors c'était assez chaud de tout vulgariser, j'ai essayé de faire au mieux. Pour certains principes comme par exemple la granulation, je ferai des vidéos dessus pour quand même beaucoup plus préciser, car là j'ai vraiment donné une définition la plus simpliste qui existe dans le monde. J'espère que cela vous a plu, j'espère que vous avez pu réfléchir sur le caractère solide ou non de l'humanité. Et moi je vous dis à plus et je vais retourner travailler sur la prochaine vidéo.